certains d'entre vous ont des questions. Déjà, bonjour, merci d'être là. C'est vraiment émouvant de vous voir parce que vous étiez l'une des premières personnes sur les médias au moins que j'ai vu en tant que Libanais nous défendre et défendre nos terres. Et en fait, en fonction de ce que... Ah, pardon. Et en fait, en fonction de ce que vous venez de dire sur le discours qu'on doit avoir avec les gens qu'on veut sensibiliser peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais de mon côté, je trouve peut-être qu'il faut adapter le discours en fonction avec qui on parle. Oui, on doit être gentil et ouvert d'esprit avec les gens qui le sont aussi. Mais je ne sais pas, de mon expérience, être gentil avec les gens de mauvaise foi ou qui ne sont pas ouverts au discours ne sert vraiment pas à grand-chose et c'est mieux de plier un peu. Je peux. Alors, tout d'abord, merci. Et être de mauvaise foi et ne pas être prêt au discours ne sont pas la même chose. Parce qu'il y a vraiment, je suis d'accord avec vous que le manque de bonne foi, ça empêche le discours. Mais il y a des gens qui sont vraiment fermés au discours, à la Palestine, pour plusieurs raisons. Parce qu'ils sont ignorants, et bien sûr, ça n'est pas une justification, une excuse, mais voyons le monde dans lequel on vit. On est complètement, il y a brainwashed, avec un discours orientaliste. Si on vit dans une partie du monde où les gens sont discriminés, il y a un racisme qui continue. On vit dans un pays qui a commis un des crimes de colonisation les plus violents, les plus violents de l'histoire du colonialisme. Et quand même, l'expérience et la littérature est riche au sujet. Et bien, la plupart des gens n'ont jamais su ça. Ils ont été forcés, condamnés à l'amnésie. C'est-à-dire les sociétés européennes n'ont rien su, n'ont pas été éduquées. Et je ne veux pas dire que c'est une justification, mais moi, on m'avait parlé de colonisation avant que les 25 ans, 27 ans, moi, j'aurais pas compris, parce que je savais rien. Bon, j'étais de bonne foi, et je n'étais pas quelqu'un qui niait, j'avais déjà une prédisposition à la justice, et j'étais quelqu'un que créé. Peut-être il y a 25 ans, non, un peu plus, j'aurais été comme vous, mais là, il faut comprendre que 30 ans, 40 ans de cris, parce que les gens ont créé, n'ont rien changé. On doit vraiment changer quelque chose aux racines de nos sociétés. Et il faut peler comme un oignon l'ignorance des autres. Il faut vraiment les prendre d'où ils sont. Et là, je sais que surtout pour les Palestiniens, moi je ne m'attends pas à que les Palestiniens s'engagent aussi dans ce travail d'éducation. Oh, les Libanais, moi je comprends, c'est des blessures au quotidien. Mais ceux-là qui sont comme moi, qui n'ont pas d'origine dans les terres qui aujourd'hui sont massacrées, on a une responsabilité ultérieure. Moi je dis, je sais pas, je pense pas d'avoir eu des membres de ma famille qui ont participé aux crimes de la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand même, c'était des sociétés qui étaient là. Comment on a fait à tuer 6 millions de gens? Comment on a fait? C'est pas les crimes seulement de soldats. Moi, on insiste aujourd'hui à se raconter après 80 ans, ou 90 ans, comme des... Il y avait de la résistance, oui, mais il n'y avait plus de collabos que de résistance. Il n'y avait plus de gens qui plongeaient dans leur indifférence envers ce qu'on infligeait aux juifs, aux homosexuels, aux romains sinti, et la liste, malheureusement, est longue. Cette idée de la race pure fait encore partie, mais pas partie de nos sociétés. Et là, voilà, il faut aller chercher les gens qui ne voient. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi la Palestine, et arrivent à la comprendre seulement en tant qu'un problème de sécurité, de terrorisme. Ça, c'est la génération, c'est ça le discours qui domine depuis le 11 septembre 2001. La nouvelle génération est née dans un paradigme de security, and only security. C'est pas la génération à laquelle j'appartiens, où le discours sur la Palestine était plus ouvert. C'est pour ça, je sais quel est l'effort. Je ne m'attends pas, c'est pas le 11e commandement, mais quand même, c'est un encouragement, parce que je vis dans mon cas, on arrive à briser les frontières. Et c'est ça, la vraie colonisation, qu'on brise les frontières dans notre tête et dans nos vies. Voilà.
prendre plusieurs questions. Sinon. J'ai plusieurs questions, mais ma première c'est comment les universités israéliennes participent-elles à l'économie qui permet le génocide qui est en cours en Palestine actuellement? Si vous voulez poser des questions, je vais répondre ensemble. Et la deuxième c'est selon le droit international, comment les institutions académiques peuvent-elles refuser de rompre leurs liens avec des universités israéliennes complices du régime colonial, et quel rôle peuvent jouer les universités européennes face à un gouvernement qui refuse d'imposer des sanctions? Alors, jusqu'au génocide, j'étais assez critique et pas trop convaincue sur la nécessité du cultural boycott et du boycott des universités. Et moi, je me suis rendu compte que c'était de l'ignorance, vous voyez. Je ne savais pas, j'avais une position qui se basait sur un manque d'information. On m'aurait créé dessus, je n'aurais pas compris. On m'a accompagné vers la compréhension, en partageant avec moi logiquement des arguments. Et j'ai compris. Les universités, en bref, le discours est long et je vous encourage vraiment, pour être vraiment sûr de ce que vous faites et de ce que vous savez, à lire, si vous ne le connaissez pas encore, le travail de Maya Owitz. Voilà, vous la connaissez. Elle est là. Ah, voilà. Le bouquin est là. Voilà, le livre est là. Maya Owitz, qui en fait nous a dévoilé, ou bien elle a essayé, elle a réussi à tout expliquer en termes de raisons pour lesquelles ce que le BDS demande est juste. Brièvement, les universités ont contribué à garder le système d'apartheid, à nourrir l'occupation, ses moyens, sa philosophie, ses stratégies d'oppression envers les Palestiniens. Les facultés humanistes ont contribué à effacer, ça on parle d'Israël, à effacer l'histoire des Palestiniens, ce qui s'est passé dans le passé, ils ont contribué à nier l'identité palestinienne comme identité historique liée à la terre. Et tout en imposant un savoir qui est très idéologique. Et ça, c'est très problématique. Mais c'est aussi ce que les universités ont fait dans le domaine technique et scientifique, parce qu'ils ont perfectionné la technologie qui était utilisée dans l'armée. Beaucoup de soldats, parce que tout le monde rentre dans l'armée, sauf s'ils refusent, ou sauf s'ils sont des religieux. Ça veut dire que dès qu'on sort de l'armée, comme je le disais dans mon rapport, on participe à créer cette image de la Startup Nation, qui en fait est faite de connaissances testées ou développées sur le terrain. Quel terrain? Celui-là de la bataille contre les Palestiniens. La bataille. Mais non, en fait, c'est pas une bataille, c'est voilà, l'expérimentation de techniques d'apartheid militaire et de techniques de surveillance connectées à la première. Et voilà, tout ce qui a été développé en matière de surveillance digitale, le perfectionnement des drones et tout, c'est passé aussi par les universités, mais même ce qui semble un peu plus neutre, la recherche dans le domaine agroalimentaire, dans la médecine, dans le domaine de la recherche sur l'eau, à passer par l'exploitation des Palestiniens et de leurs ressources. C'est pour ça que c'était déjà une raison pour ne pas s'engager avec ces universités. Ça ne signifie pas ne pas s'engager avec les universitaires eux-mêmes, parce que par exemple, parmi ceux-là qui ont dénoncé le génocide, il y a un prof d'études sur l'Holocauste et le génocide, Amos Goldberg, qui est phénoménal. Lui, il ne le raconte pas, mais c'est moi qui le sais, qui le dis. Il passe la journée à enseigner ou à faire de la recherche, à participer à des conférences, à éduquer le monde. Et son temps libre, il est à défendre, à se faire tabasser pour être à côté avec un petit nombre d'Israéliens qui vont confronter l'armée et faire de l'interposition physique entre l'armée, les colons et les Palestiniens. On voit souvent ces gens frapper, et c'était qui? C'est l'armée, ce sont les colons. Et alors ça, je veux dire,
On doit avoir la capacité de bâtir aussi des ponts avec ce petit morceau de société israélienne qui s'oppose au génocide, qui s'oppose à l'occupation permanente et qui s'oppose à l'apartheid. Et là, il faut être vraiment ouvert d'esprit et regarder qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud. On a besoin aussi de faire tomber le système de l'intérieur et les Palestiniens tout seuls n'arriveront pas à le faire. C'est même pas juste d'imaginer tout ça. Et l'autre chose, c'est que les universités, pendant le génocide, n'ont pas pris une position contre ça. Ont même sanctionné et puni soit les étudiants, soit les académiciens comme Nadera Charoub-Kevorkian, qui exprimaient de la solidarité avec le peuple palestinien. Voilà, elle est israélienne, mais elle est palestinienne avec la nationalité israélienne. C'était encore plus cruel. C'est pour ça qu'il faut couper tout ça. Mais il y a une autre raison pour laquelle on ne doit pas avoir ce type de relation. Et ces universités ne se sont jamais posées en position critique envers l'État d'Israël. Même au moment où ils commettent des crimes, ce sont partie intégrale de ce que l'État d'Israël est en train de faire. Et voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire envers ces universités? Couper tous les partenariats. Qu'est-ce que les universités doivent couper tous les partenariats? Il y a des partenariats, je ne peux pas le dire en termes absolus, là il faut voir cas par cas, mais il y a des connexions avec par exemple l'exploitation des ressources naturelles, l'eau ou les minières, là, ça va, qui peut être participation dans des crimes. Et alors il faut peut-être investiguer aussi quelles sont les possibilités de responsabilité pénale à la tête de ceux qui guident ce partenariat. Et là, j'encourage vraiment ceux-là qui s'occupent de droit, et surtout les professeurs, il y a déjà beaucoup d'avocats qui servent pro bono, et ça, il faut qu'il soit une communauté qui continue à s'épanouir, parce qu'on a besoin d'utiliser la loi qu'il y a dans ce pays. Ça, c'est le dernier bastion pour défendre nos droits. Si ça va s'échouer, ça aussi, on se retrouvera dans une situation tragique. J'espère qu'on n'arrivera pas à voir ce jour-là. La dernière question était qu'est-ce qu'on peut faire contre le gouvernement qui protège du sein de l'université. On doit aller, je me suis rappelé. Non, vous pouvez me répéter, là, je vais répéter. Quel rôle peuvent jouer les universités européennes face à un gouvernement qui refuse d'imposer des sanctions? Mais les universités européennes vis-à-vis leurs aides d'État, tout d'abord, il faut qu'ils coupent les partenariats avec les universités d'Israël et toute forme de recherche et de soutien ne plus accepté de financement et d'investissement, même de la part de l'industrie armée. Ça, c'est un problème dans toutes les universités qui sont en milieu technique scientifique. Mais aussi, une fois qu'ils l'ont fait, une fois que les universités sont devenues des apartheid free zones, c'est nécessaire qu'ils reviennent à être les bastions de liberté au sein de la société. Et aussi, il faut, je ne l'ai pas dit, mais c'est nécessaire que les universités soient des espaces libres de discussion où on se confronte, où on peut ne pas être d'accord les uns avec les autres. J'espère que ce n'est pas le cas de cette université. J'étais dans plein d'universités où on ne peut même pas discuter de Palestine. C'est ridicule et outrageeux. Voilà. Très rapide, en 2 phrases. Parce que du coup, on se bouge tous pour évidemment casser ces accords européens à horizon, etc. Et nous, notre but, c'est de mettre un maximum de pression justement aux institutions. Donc je voulais savoir, vu que vous y êtes, dans quelle mesure est-ce que vous ressentez cette pression de là où vous êtes? Est-ce que ça vous aide concrètement ce qu'on fait? Ah non, je ne sens pas que vous me mettez de la pression. Hein. Ah, bien sûr, mais là, c'est là. Il faut aussi que vous amenez vos parents, vos grands-parents, tous les gens qui connaissaient. Il faut vraiment tirer la famille. La Palestine est une question qui aujourd'hui, pour votre génération, c'est pas comme c'était pour moi, où le génocide, où l'Holocauste nous avait donné ce sens, jamais plus ça. Mais après, on se regardait comme des cerfs devant la lumière dans la rue. Quand il y a eu le génocide au Rwanda, on peut rien faire. Le génocide en Bosnie, on peut rien faire. Mais non, bien sûr qu'on peut faire. On s'oppose, on proteste, on s'organise, bien sûr, de façon pacifique. Mais comment on arrive à arrêter les crimes si on ne s'oppose pas? Et là, il faut devenir stratégique. Je dis ça, c'est le moment de unir les luttes et autour des mêmes principes. C'est pour ça que les gens qui protestent dans les ports, les travailleurs doivent s'allier aux étudiants, les étudiants aux travailleurs, parce que vraiment ça c'est un exercice d'éthique et de liberté qui va nous servir à améliorer la situation dans laquelle on est.
on peut réaliser une Europe meilleure, mais pour le faire, on doit tout d'abord l'imaginer, l'avoir dans nous. Merci beaucoup.